Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'explication sur les règles du jeu de rôle papier Les Chroniques Oubliées Fantasy. Alors, lors de la première vidéo, nous avions vu les caractéristiques de nos personnages, comment on faisait pour les déterminer. Je rappelle 4 méthodes, 2 méthodes aléatoires, 2 méthodes de répartition. Allez voir la vidéo si vous en avez besoin. Je rappelle également que toutes les règles de base sont accessibles gratuitement. Je vous ai mis le lien en description et il sera dans toutes les vidéos. Donc, votre personnage, ce n'est pas uniquement que des caractéristiques. Vous le voyez bien ici, que ce personnage ne serait pas que des caractéristiques. Il y a aussi une race et une classe. Nous allons maintenant nous attaquer aux races. Et les races, ils se sont fait plaisir. Vous avez 8 races de base, d'accord? À ça, vous ajoutez 8 races optionnelles. À ça, vous ajoutez 9 cultures humaines optionnelles. Et vous ajoutez derrière 7 races supplémentaires. Donc, il y a de quoi faire au niveau des races et de la possibilité de customiser son personnage. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, car il y en a beaucoup, et donc on va quand même commencer. Nous pouvons avoir comme race un demi-elfe. Un demi-elfe est un homme et un elfe qui ont fait des enfants. Cette race va vous apporter des bonus et des malus au niveau de votre caractéristique. Presque toutes les races vous apportent des bonus et des malus. Il n'y en a qu'une seule qui n'apporte rien. Je vous montrerai, je vous le dirai. Donc, plus 2 en sagesse et moins 2 en constitution pour les demi-elfes. Et également avec cet avantage de caractéristique, vous avez une capacité raciale qui vient s'ajouter à votre personnage. Cette capacité, donc pour les demi-elfes, il est double linéage, évidemment, c'est un sang mêlé. Vous avez le droit à un choix. C'est un choix entre 2 capacités. Soit vous avez l'instinct de survie qui est originaire des humains, qui va faire que lorsque vous devez recevoir une attaque qui va vous tuer, qui va passer votre PV à 0, vous divisez le nombre de dégâts qu'elle fait par 2, jusqu'à un minimum de 1. Je m'explique. Il vous reste 6 PV. D'accord? Vous prenez une attaque à 8, vous allez bien tomber à 0, vous la divisez par 2, donc vous prenez 4, il vous reste 2 PV, vous pouvez toujours agir. Une autre attaque arrive, vous prenez 2 PV dans la face. Et bien vous redivisez. Ah oui, vous ne prenez qu'un, et vous restez debout. Attention, le minimum est 1, donc quand il vous reste qu'un PV, vous tombez forcément. Voilà, on ne compte pas les PV en dessous de 0 dans le jeu. Et la deuxième, c'est la lumière des étoiles. Donc ça vient des elfes, donc les demi-elfes, haut-elfes et elfes sylvains. Je vous l'expliquerai après. Quand vous êtes dans la nuit, sous les étoiles, c'est important, vous voyez comme dans la pénombre à n'importe quelle distance. Donc en fait, vous voyez, il vous manque juste les petits détails. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que dans une mine, vous ne voyez pas s'il n'y a pas de torche, parce qu'il n'y a pas de lumière. Il faut une petite source de lumière quand même, pour les elfes. Ensuite, vous avez comme race le demi-orc. Le demi-orc! Oui, cet homme vert, et qui tape fort. Le demi-orc a plus de force, mais plus 2 en force, mais moins 2 en intelligence et moins 2 en charisme. Il a la capacité raciale de la vision dans le noir, lui, jusqu'à 30 mètres dans le noir absolu, il voit comme dans la pénombre. Voilà, donc dans une mine, s'il n'y a pas de lumière, il voit. Dans la nuit, il voit comme dans la pénombre. Voilà, jusqu'à 30 mètres. C'est important, les 30 mètres, c'est important. Ensuite, vous avez le haut elfe, ou l'elfe haut, ça dépend dans quel sens on le dit, le high elf, qui vous donnera plus 2 en charisme, mais moins 2 en force. Il a la lumière des étoiles, comme le demi-elfe, vous le savez. Et ensuite, l'elfe sylvain, qui lui aura plus 2 de dextérité, mais moins 2 en force. Et qui aura la même capacité, celle sous les étoiles. Il verra comme dans la pénombre. Maintenant, nous allons atteindre le gnome. Le gnome est une race assez particulière et assez intéressante à jouer. Il aura plus 2 en intelligence et moins 2 en force.
Sa capacité raciale va également vous donner un choix, car il a des dons étranges. Et oui. Le gnome possède un talent inné pour les dons pour les sciences occultes ou les sciences ordinaires. Le joueur choisit entre deux options. Soit le personnage gagne un plus 5 à tous ses bonus, à tous ses tests d'intelligence, hors attaque. Hein. C'est tous les tests de connaissance, de manipulation, etc. avec l'intelligence, plus 5. De base, plus 5 à l'attaque, bon, hein, ce serait trop balèze. Mais non, il n'a pas ce plus 5. Ou alors, il choisit une capacité d'ensorceleur de rang 1, je vous expliquerai après ce que c'est, dans une autre vidéo. La vidéo suivante d'ailleurs. Qu'il peut utiliser, parce que c'est des sorts, il peut l'utiliser sans malus tant qu'il porte moins qu'une chemise de maille en tant qu'armure. Car dans ce jeu, on rappelle, on est sur l'OpenGL 3.5. Dans ce jeu, si vous portez une armure, vous avez un malus pour lancer vos sorts. Et le gnome ne l'a pas sur ce sort-là, tant qu'il ne prend pas plus qu'une chemise de maille. Ensuite, nous avons une nouvelle race qui est l'alphelin. Vous pourriez le comparer au Hobbit du Seigneur des Anneaux. Il vous donnera plus 2 en dextérité et moins 2 en force. Et il est de petite taille. Donc l'alphelin lui donne encore un plus 1 en défense. Donc vu qu'il a plus 2 en dextérité, il a déjà plus 1. Par rapport à un mec qui aurait les mêmes caractéristiques. Et en plus, il a encore plus 1 en défense. Donc il est déjà, par rapport à quelqu'un comme Explication, s'il est humain, qui aurait 13 de dextérité, eh bien l'alphelin aurait 15, donc un plus 1 en défense, donc il serait à 12 de défense, plus 1 plus 1, donc il serait déjà à 13 de défense de base. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Et plus 2 à tous ses tests de discrétion, parce qu'il est petit. Mais en revanche, un alphelin, comme il est de petite taille, pour les armes, il pourrait utiliser des armes à une main, enfin, toutes les armes qui font moins d'un D6 de dégâts, il les utilisera à une main. Les armes qui font 1 D8 ou 1 D10 de dégâts, il les utilisera à 2 mains. Et toutes les armes qui font plus d'un D10 de dégâts, il ne peut pas les utiliser. Donc une épée à 2 mains, qui fait 2 D6 je crois, ou 1 D12, je ne sais plus. Bref, c'est pas très important. Il ne peut pas l'utiliser. Dans tous les cas, il ne peut pas l'utiliser. Mais voilà. Donc, attention à ça. Donc l'alphelin ne peut pas utiliser toutes les armes qu'il veut. C'est dommage. Ensuite, nous avons le nain. Le nain de type Gimli. Plus 2 en constitution et moins 2 en dextérité, forcément, hein, c'est un nain, c'est un peu pâteau. Qui aura vision dans le noir, exactement comme le demi-orc. Forcément, hein, ils sont un peu ennemis et vivent tous les deux dans des cavernes. Les nains ne servent à rien, on le sait. Mais ce n'est pas grave, certains aiment bien jouer des nains. Laissons-les jouer des nains. Et ensuite, vous avez l'humain. L'humain n'a pas de changement de caractéristique. Et il a l'instinct de survie comme le demi-elfe. Pour rappel, si vous avez une attaque qui doit vous mettre à 0 PV, vous divisez le nombre de dégâts par 2. Jusqu'à un minimum de 1. Voilà ce qui finit les races de base. De là, on va passer évidemment aux races optionnelles. Et pour commencer, on va passer aux cultures humaines optionnelles. Et oui. Parce que c'est important d'avoir évidemment les cultures optionnelles. Je demanderai aux joueurs s'ils veulent les jouer ou pas. Très bien. Donc les cultures humaines, vous pouvez avoir un personnage campagnard. Et oui, quelqu'un qui vit à la campagne. Qui aura plus 2 en constitution ou en force, au choix, mais moins 2 en intelligence. Et oui, il vit à la campagne, il est donc moins intelligent. Les campagnards gagnent un bonus de plus 5, par contre, pour soutenir toute information relative aux rumeurs. Et oui. Donc, et aux tests qui visent à calmer les animaux. Donc ça peut aussi être assez intéressant. Donc ça, ce sont la sagesse populaire. Forcément, ils vivent avec les animaux. Donc, ils auront plus de facilité à calmer une vache qu'un citadin. Évidemment, derrière, nous avons le citadin, qui aura plus 2 en intelligence ou en dextérité. Mais moins en constitution, forcément. Il a l'habitude des grands palais et se bat un peu moins. Il sera un homme des cités. Le personnage est à l'aise dans les foules et les cités bondées. Il gagne un bonus de plus 5 dans tous les tests liés à la perception dans une foule, ainsi que pour trouver l'adresse d'une personne ou l'emplacement d'un lieu précis en zone urbaine. Et oui, car il a l'habitude de chercher dans les pages jaunes. Nous pouvons aussi être un habitant des rivages, qui eux auront plus 2 en constitution ou en dextérité.
mais moins 2 en sagesse. Forcément, ils ne sont pas très sages, ils sont en plein milieu de la mer. Ils ont le pied marin, ils ont un bonus de plus 5 pour tous les tests de navigation et les tests d'équilibre et de natation. C'est très important. Alors, navigation sur l'eau, hein. Bon, ça me paraît logique. Non, toutes les navigations, évidemment, même à cheval, ils auront plus de navigation parce qu'ils savent se servir d'une carte et d'un compas. Vous pouvez avoir des forestiers qui auront plus de sagesse ou de dextérité, mais moins de charisme. Ils auront un plus 5 pour l'orientation et la survie en forêt. En forêt, attention. Forcément, c'est des gens qui habitent dans la forêt. Les gens du voyage auront plus en dextérité ou en sagesse, mais moins 2 en intelligence. Ils seront chafouins. Ils auront un bonus de plus 5 pour le baratin, le bluff et la tromperie. À croire que ce jeu a des préjugés. Nous pouvons avoir un homme des clans. Alors, c'est plus un peu comme des barbares. Hein. Plus 2 en force ou en charisme, mais moins 2 en intelligence. Et ce seront des guerriers nés. Ils auront plus 5 à tous les tests destinés à impressionner ou intimider leurs ennemis, ainsi que pour les tests de connaissances sur les anciennes traditions, car oui, ce sont des barbares. Nous avons le montagnard, l'homme des montagnes, qui aura plus de constitution de dextérité, plus 2 en constitution ou en dextérité, mais moins 2 en charisme. Il sera évidemment un homme des montagnes. Il aura un bonus de plus 5 pour tous les tests de constitution liés au froid et à la fatigue, ainsi que pour les tests de sagesse pour détecter les dangers en montagne. Avalanche, chute de pierre, orage, etc. etc. Je reviendrai sur la fatigue et le froid, évidemment. Nous avons ensuite les nomades, qui auront plus 2 en sagesse ou en constitution, mais moins 2 en force. Et ils sont des peuples de petite taille, attention. Ce sont des cavaliers nés cependant. Ils auront plus 5 au test d'équitation et de course à pied, et possèdent un cheval dès la création du personnage, ce qui peut être intéressant. Mais ils sont de petite taille, comme l'alphelin. Attention à l'équipement, qui sera restreint. Et ensuite nous avons le primitif, l'homme des cavernes, le Akatsuki. Plus 2 en constitution ou en dextérité, mais moins 2 en intelligence, attention. Lorsqu'une attaque, et ils ont l'instinct de survie comme les humains, donc lorsqu'une attaque va les taper, on divise les dégâts par 2 si ça doit les mener à 0. Voilà ce qui conclut avec les cultures humaines optionnelles. Mais évidemment, il y a aussi des races optionnelles, nous l'avons dit. 8 races optionnelles, et après nous avons les 7 races supplémentaires à faire. Vous voyez, il y a des choses à dire. Nous avons les Aasimar, qui auront juste un plus 2 en charisme. Alors, qu'est-ce que c'est un Aasimar? C'est un enfant divin. En gros, c'est un enfant qui reçoit des dons divins, d'un ange ou d'un dieu, carrément. Et ils n'ont aucune capacité raciale. Voilà. Si ce n'est leur bonus de charisme. C'est comme ça, ce sont des Aasimar. Ils ne servent à rien, de base. C'est comme ça, c'est la vie. À côté de ça, nous avons le Draconide. Vous pourrez, c'est le Drachéide en fait, c'est l'homme dragon. Plus 2 en force et moins 2 en sagesse. C'est normal, ce sont des dragons. Et ils ont une voix raciale de base. Alors, je vous expliquerai ce que c'est les voix, mais en gros, le personnage remplace une de ses voix de profil par la voix raciale dès le premier niveau. Je vous expliquerai ça plus en détail lorsqu'on s'attaquera aux profils et aux voix. Mais bon, vous retenez ça. Les elfes noirs, vous pouvez aussi jouer des elfes noirs. Alors, ils sont pas noirs, hein, voilà, c'est pas des elfes qui ont été au soleil. Hein. Ce sont des elfes, voilà, ce sont des drôles. Ils auront plus 2 en dextérité et moins 2 en force. Et ils auront vision dans le noir, contrairement à leurs frères elfes qui voient dans la pénombre de la lune et des étoiles. Eux, ils voient dans le noir, comme les orques et les nains. On aura ensuite les Félis. C'est des hommes chats. Voilà, ce sont des Neko. Ils auront plus 2 en dextérité et moins 2 en force. Et comme capacité spéciale, ils auront la lumière des étoiles. Pour un Félidé, l'obscurité de la nuit sous la lumière des étoiles n'est que de la pénombre. Donc, comme les elfes. Nous avons ensuite les Frouin, pardon. Ce sont des Skaven, des hommes rats.
qui eux auront plus 2 en dextérité, plus 2 en constitution, mais moins 2 en charisme et moins 2 en force. Et ils auront vision dans le noir, comme les nains, les elfes noirs et les demi-orques. À 30 mètres, ils voient dans le noir complet. C'est une race assez sympathique. Ils sont aussi résistants. Ils auront plus 5 en résistance aux maladies et aux poisons, et ils peuvent manger des aliments avariés sans tomber malade. C'est très pratique. Par contre, ils ont, comme les alphelins, uniquement pouvoir utiliser des armes de petite taille. Voilà. Donc moins d'un D6 à une main, un D8, un D10 à deux mains, plus d'un D10 ne peuvent pas les utiliser. Et ils sont un petit peu incommodants, parce que ça ressemble quand même à des Skaven, et on sait tous que les Skaven c'est dégueulasse, et qu'on ne veut pas vivre avec eux. Leur seule présence impose un malus de -1 à tous les tests d'interaction sociale de ses compagnons. Attention, et oui. Donc si vous vous baladez avec cette petite merde, eh bien les gens vont pas vous aimer. Ensuite nous avons les Ophidiens. Donc les Ophidiens, eux, auront plus d'intelligence et moins de constitution, et auront une vision dans le noir, comme les elfes noirs, les orques, les nains, etc. Donc dans le noir complet à 30 mètres, ils voient. Et comme c'est une race ancienne, ils ont la marque des anciens. Un Ophidien, possède une marque des anciens, qu'il essaie le plus souvent de dissimuler. Une pupille verticale, une langue fendue, ou quelques écailles sur sa peau. Si son interlocuteur prend conscience de cette marque, il subit directement une pénalité de -5 au test de charisme, car on ne les aime pas, les Ophidiens. Et oui. Nous avons ensuite le Tieflin, donc un demi-démon, qui aura juste -2 en charisme. Tiens, dans les dents, tu n'as pas de bonus, tu n'as que des malus. Dans les dents, le demi-démon. Mais il aura vision dans le noir, ce qui est excellent. Il aura également une résistance élémentaire. Les Tieflins reçoivent une RD de 5, donc on diminue de 5 les dommages qu'ils reçoivent, contre le feu, le froid et l'électricité. Et oui, c'est plutôt pratique. Nous avons ensuite les Wolfers. On pourrait... c'est un peu comme des hommes loups, hein, des hommes chiens. Mais plus, je dirais plus la maladie du loup-garou. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est des hommes qui ont une énorme pilosité. Ils n'ont aucune modification, mais ils ont vision dans le noir, ce qui est plutôt pas mal. Et ils ont, comme les Drakéides, leur voix raciale de base. Je vous ai dit que nous en parlerons plus tard. Et maintenant, nous allons nous attaquer aux 7 races supplémentaires. On rappelle, hein, les races supplémentaires, contrairement aux races optionnelles, donc les races optionnelles sont dans le livre de base si vous l'achetez, mais ne sont pas dans les règles gratuites. Et après vous avez les races supplémentaires qui, là, il faut acheter un deuxième bouquin. Évidemment, j'ai acheté les livres pour que vous puissiez profiter de tout cela, des races supplémentaires ainsi que des classes supplémentaires. Je rappelle que je ne suis pas payé ni sponsorisé par la BBE, mais s'ils veulent un petit mail et on en discute. Vous pouvez avoir comme nouveau personnage des âmes forgées. Donc c'est, on pourrait dire un golem. Voilà, pour faire simple, ce sera un golem. Plus 2 en constitution et -2 en charisme. C'est une créature artificielle. Une âme forgée n'a pas besoin de boire ni de manger, ni même de respirer, ce qui est plutôt pratique. Elle a toutefois besoin de rêver 4 heures par jour. Voilà, donc elle a quand même besoin de dormir 4 heures par jour, l'équivalent de dormir. Et sinon, elle aura un malus de -2 en sagesse par jour où elle ne se repose pas. Elle est naturellement immunisée aux poisons et aux maladies. Les âmes forgées sont incapables de nager, mais elles peuvent marcher au fond des eaux. Et oui. C'est considéré comme un terrain difficile, quand même. C'est une créature de métal, également. Les parties métalliques d'une âme forgée lui offrent une protection naturelle qui lui donne +1 en défense, ainsi qu'une réduction de 5 points sur le froid, le feu et les drains de vie. Et elle est immunisée aux effets de saignement, forcément, c'est du métal. Ils sont également porteurs de mort. Une fois arrivés à 5 PV ou moins,
Un vieil ordre inscrit dans la mémoire de l'âme forgée se déclenche. Elle doit réussir un test de sagesse de difficulté 15. On expliquera ça lors d'une prochaine vidéo. Mais en gros, vous lancez un dé 20, vous ajoutez votre bonus de sagesse et vous devez dépasser 15. Ou attaquer tous les humanoïdes à sa portée pendant un des 4 tours. Ses yeux deviennent alors totalement rouges. C'est-à-dire que tous les humanoïdes autour d'elle, même ses amis, se font tabasser. Voilà, c'est génial. C'est aussi une vie artificielle, évidemment. L'âme forgée possède une âme et une essence qui lui permettent de bénéficier de la magie des soins, mais son corps artificiel en réduit l'efficacité. Elle divise par 2 tous les PV régénérés. En revanche, un forgeron capable de réparer un golem peut réparer une âme forgée bien que 2 fois plus lentement. Donc vous pouvez quand même le soigner, mais il récupérera moins de vie. Race très difficile à jouer à mon avis, mais assez drôle à mon avis, se balader avec des golems. Vous pouvez aussi jouer un centaure. Alors ça, à mon avis, ça doit être plutôt fun à jouer. Je vois bien un groupe de centaures arriver en ville. Il aura plus 4 en constitution, c'est énorme, mais moins 2 en intelligence. Il verra, comme pour les elfes, sous la nuit, il verra comme dans la pénombre, tant qu'il y a de la lumière des étoiles. C'est une créature hybride. Le modificateur de force habituel du centaure est utilisé lorsqu'il effectue une attaque. En revanche, s'il doit porter une charge sur son dos, donc voilà, porter quelqu'un par exemple, tirer ou déplacer un objet, il ajoute plus 3 à ce modificateur, car il est fort. Un centaure peut porter sur son dos une créature dont la force est inférieure ou égale à la sienne sans fatigue. Mais il ne pourra pas utiliser sa capacité de galop, évidemment. Donc vous pouvez très bien chevaucher un centaure tant que vous avez une force égale ou inférieure à celle du centaure. Le centaure se déplace de 30 mètres par action de mouvement, lorsqu'il y a un espace suffisamment dégagé évidemment. Il a une ruade. Le centaure peut réaliser une attaque de sabot qui inflige 1d6 plus 3 dégâts avec son score d'attaque au contact habituel. Alors, par contre, pas au niveau des dégâts. Les dégâts, c'est 1d6 plus 3. Au prix d'une action limitée, il peut réaliser une attaque avec une arme plus une attaque de sabot. Je vous expliquerai ce que c'est que des actions limitées lorsqu'on parlera du combat. L'encombrement. Un corps de cheval pose beaucoup de problèmes dans certaines situations. Le centaure subit un malus de moins 10 pour tous les tests d'escalade et d'acrobatie. C'est un petit peu normal, c'est un cheval. Dans la plupart des constructions à taille humaine, le centaure reçoit un malus de moins 2 à tous les tests physiques de force et de dextérité, en attaque et en défense. Attention. Mais forcément, il ne peut pas bouger comme il le veut. Dans les espaces exigus, ou 1,50 m de large, pour explication, il subit un malus de moins 5 à tous les tests de force, de dextérité et de défense. Donc c'est bien dans les plaines, mais sinon c'est pas très bien dans les bâtiments. C'est normal, c'est un cheval. Et il a aussi une limitation au niveau des armures. Les armures normalement destinées aux humains ne couvrent que le torse du centaure et lui apportent que la moitié du bonus défensif normal, arrondi au supérieur. Donc si vous avez une cotte de maille, au lieu de donner 5 de défense, elle donnera que plus 3. Voilà. Par contre, un centaure peut porter une barde de cuir, qui est une armure de cheval, sans pénalité pour un bonus de défense de plus 1. Une barde en métal lui offrira un bonus de plus 2, mais réduit sa capacité de galop à 20 mètres de déplacement. Et il peut avoir une barde de plaque qui lui apportera plus 3 et annule son galop. Voilà. Et ça coûte le double d'une armure humaine normale. Voilà ce qui conclura pour le centaure. Nous passons maintenant au demi-ogre. Le demi-ogre aura plus 4 en force, plus 2 en constitution, moins 2 en dextérité, en intelligence, en sagesse et en charisme. Normal, c'est un demi-ogre. Il aura la vision dans le noir, donc il verra à 30 mètres dans le noir, et il aura comme capacité raciale aussi la capacité de pouvoir prendre des armes énormes. Oui, parce qu'il est gros et grand.
Un demi-ogre peut utiliser une épée bâtarde ou une épée à 2 mains avec une seule main. Il inflige alors 1d12 de dégâts. Il peut utiliser les armes à 2 mains à sa mesure, qui inflige quant à elle 2d8 de dégâts. Il est de grande taille, c'est une armoire à glace. Ça ne comporte évidemment pas que des avantages. Dans la plupart des constructions de taille humaine, il subira un -1 à sa force et à sa dextérité pour les attaques. Dans les espaces exigus, il reçoit un malus égal à son modificateur de force. Il ne peut pas utiliser d'armes à 2 mains. Donc, s'il a +3 en force, eh bien, il reçoit un -3 en force dans les endroits exigus. Donc moins d'1,50 m de large. Et il a aussi, malheureusement pour ses amis, des réactions violentes. Si une créature se moque du personnage ou le provoque sur son origine ou son apparence, on doit réussir un test de sagesse de difficulté 10, sans quoi le personnage pris d'une crise de folie passagère. Dans cet état, il bénéficie d'un bonus de +2 aux attaques et aux dégâts. Le demi-ogre attaque sa cible de tous ceux qui s'interrompent pendant un des 6 tours. Le demi-ogre peut stopper la crise à tout moment en prenant sur lui. Il subit alors immédiatement un des 6 de DM par tour restant. Donc voilà, il prend sur lui, mais il prend des dégâts dans la face. Donc c'est assez drôle, hein, à mon avis, à jouer un demi-ogre, surtout si le MJ s'amuse à l'insulter. Mais vous pouvez également jouer un gobelin. Vous voyez, il a énormément de races. Vous pouvez également jouer un gobelin. Il aura +2 en dextérité, -2 en force et -2 en charisme. Il aura la vision dans le noir, tout comme les orques. À 30 mètres, dans le noir complet, il verra. Il aura une attaque en meute. Lorsqu'il attaque la même cible qu'un allié, le gobelin obtient un bonus de +2 en attaque. Car oui, un gobelin est lâche et n'attaquera jamais sa cible de front. Et il est de petite taille, exactement comme le alphelin. Donc +1 en défense, +2 en discrétion, et les armes de moins de 1d6 les portent à une main, 1d6 et moins. 1d8 et 1d10 à 2 mains, et tout ce qui est au-dessus de 1d10, il ne peut pas les porter tout simplement. Vous avez ensuite le kobold. Le kobold, c'est une sorte de dragon, enfin c'est plutôt un lézard, mais il se considère comme des enfants des dragons. +2 en dextérité, -2 en force et -2 en constitution. Ils auront la vision dans le noir, comme les gobelins et les orques, etc. Ils sont ingénieux par contre. Les kobolds gagnent un +5 à tous leurs tests de conception en intelligence, en fabrication et en perception. Et en perception de pièges et de mécanismes cachés. Désolé. Ils peuvent faire une morsure également. 1d4 de dégâts plus leur modificateur de force. Létaux, attention, c'est létal forcément. Les dégâts létaux, je vous expliquerai ce que c'est. S'il y a des dégâts létaux et non létaux. Lorsqu'il réussit cette attaque, le kobold peut choisir de ne pas lâcher sa prise. Donc il peut rester accroché. Dans ce cas, il utilise une action limitée à chaque tour pour infliger automatiquement des DM de morsure. Donc il n'a plus besoin de toucher sa cible. Et il fera toujours 1d4 plus modificateur de force de dégâts de base. Toutefois, le kobold subit une pénalité de -2 en défense. Tant qu'il ne lâche pas sa prise, évidemment, il n'a pas que des bonus. Il est de petite taille, comme le gobelin et l'alphelin. C'est important. Ensuite, nous pouvons jouer également un lutin ou une fée, qui peut être aussi très intéressant pour ceux qui veulent jouer des fées. Alors, donc ils auront des choses différentes entre les deux. Le lutin aura -4 en force, -2 en constitution, mais +4 en dextérité. La fée, quant à elle, aura -4 en force, -2 en constitution, mais +2 en dextérité et +2 en charisme. Alors attention, ça a des gros malus quand même. Ils auront vision dans le noir, tous les deux. Hein, donc à 30 mètres, etc. Tout ça. Ils sont tout petits. Et un bonus de taille leur confère un bonus de +2 en défense et de +5 à tous leurs tests de discrétion. Et oui. Les fées auront le vol. Donc, les fées peuvent voler. Elles volent sur une distance de 20 mètres par action de mouvement. Donc ce qui est assez intéressant. Parce que forcément ça évite les terrains difficiles. Et les lutins peuvent se téléporter. Ils se téléportent de 20 mètres par action de mouvement. Ils doivent être en mesure de voir le lieu d'arrivée pour se téléporter. Donc attention,
vous évitez aussi les effets de terrain, mais si c'est derrière un caillou et qu'il ne le voit pas, il ne peut pas y aller. Et ils sont trop petits. Attention. La valeur de force d'un lutin ne peut pas dépasser 8 et celle d'une fée ne peut pas dépasser 6. Mon dieu, ce ne sont pas des guerriers. Étonnant. Les fées et les lutins infligent seulement 1 des 3 de dégâts pour chaque attaque au contact ou à distance avec une arme à une main. Avec une arme à 2 mains, une dague ou un arc. Et oui, parce que eux, les dagues et les arcs sont à 2 mains, un arc miniature. Ils infligent 1 des 4 de dégâts. Les dégâts sont liés à la précision plutôt qu'à la force d'impact. Et les êtres féeriques sont de véritables experts pour viser les organes vitaux. Lorsqu'un lutin ou une fée obtient un dé supplémentaire sur une attaque, un exemple pour une attaque puissante ou une attaque sournoise, il s'agit de D4 au lieu de D6. Et oui, mais derrière, on a bien vu, hein, ce ne seront pas des attaquants. Je pense que ce seront plutôt des voleurs pour le lutin et plus des créatures magiques pour les fées. Évidemment, ils auront la voix des êtres féeriques pour eux, mais ça on verra ça plus tard, pour les aider. Et la dernière race, on finit en apothéose évidemment, par cette créature hybride et mythique, le Minotaure. Le Minotaure. Un Minotaure aura plus 4 en force, mais moins 4 en intelligence et moins 2 en charisme. Forcément, c'est un petit peu con. Il aura la vision dans le noir, comme tous les autres. Hein. Il y a énormément de races qui ont la vision dans le noir, c'est assez intéressant. Le coup de corne. Alors attention. Un Minotaure peut réaliser une attaque de corne qui inflige 1 des 6 de dégâts plus de force. Voilà. Hein. À la place d'une attaque normale. Au prix d'une action limitée. Il peut... Alors, à la place d'une attaque normale. Et au prix d'une action limitée, il peut faire une attaque normale avec une arme de contact en plus de son attaque de corne. Donc une fois qu'il est au corps à corps, et ben, de base, il a 2 attaques. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc ça tabasse l'arrêt des gens. Il aura le science de l'orientation. Un Minotaure a plus 5 pour tous les tests d'orientation normale. Ils vivent dans des labyrinthes à la base. Et ils seront par contre, eux, de grande taille. Ce sont une armoire à glace. Et oui, il subira un -1 de force et de dextérité et de défense dans les endroits à taille humaine. Dans les espaces exigus, il reçoit un malus égal à son modificateur de force et il ne peut pas utiliser d'armes à 2 mains dans les endroits exigus. Forcément, c'est un bourrin. C'est gros. Et ça mettra fin ici pour ce qui est des races du jeu. Vous voyez, il y en a beaucoup. La vidéo était peut-être un peu longue et un peu touffue, mais n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, ça pourra vous aider. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.